Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox à Yaoundé. Je suis Serge Alain Autou pour le décryptage quotidien de l'actualité. Décidément, la résolution du Parlement européen sur le Cameroun, adoptée jeudi 18 avril dernier, a fait perdre le sommeil aux autorités de Yaoundé. Face à ce que le pouvoir appelle tentative de déstabilisation, l'on a vu le président du Sénat signer un communiqué vendredi saint, un jour férié. Autre curiosité, dans la riposte de Yaoundé à l'Union européenne à travers son Parlement, c'est l'heure tardive de la nuit pour délivrer la réponse du gouvernement. C'est à 23h03 que René Emmanuel Sadi, ministre de la Communication, viendra désapprouver un document, à travers un document d'une vingtaine de pages, les observations des députés européens. Fait rare, voire inédit, c'est la sortie de Paul Biya, lui dont le mutisme légendaire reste une vérité de la palisse. Sur ses comptes Facebook et Twitter, le 22 avril dernier vers 21h, Paul Biya s'adresse ainsi à ses concitoyens. Nous n'avons qu'une seule patrie. Il est de notre devoir de défendre et de la conduire tous ensemble sur les chemins de la grandeur et de la prospérité pour tous. Dixit Paul Biya. Résolution du Parlement européen et les autres pressions externes, Paul Biya appelle le peuple camerounais. Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. Résolution du Parlement européen et les autres pressions extérieures. Paul Biya appelle le peuple camerounais pour en parler ce soir. Je suis en plateau avec le docteur Serge Éric Dou. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain Autou. Merci pour votre invitation. Voilà, vous êtes le coordonnateur de l'Académie nationale du mouvement pour la renaissance du Cameroun. En effet. C'est bien cela. C'est ça. Vous vous occupez de quoi, concrètement? Il s'agit de faire quoi? Oui, l'Académie nationale pour la Renaissance, qui est mise en place depuis au moins 2015, oui. Est une, si vous voulez, une école oui. pour l'apprentissage, la culture politique des cadres et même pour les militants. Oui. C'est-à-dire, le MRC a prévu d'avoir une école, une académie au sein de son organisation. Oui. C'est un peu cela. Et les premiers résultats sont tangibles? Oui, les résultats sont tangibles parce que, bon, de toutes les manières, nous travaillons à la chose politique. Oui. C'est-à-dire, si aujourd'hui le MRC est le parti dont on parle chaque jour, c'est parce qu'effectivement nous devons exister. Oui. Et si nous devons exister, nous disons à nos militants, ou du moins, nous essayons de travailler à exister au quotidien parce que nous sommes sur le champ politique. Voilà. Ok, bienvenue sur le plateau. Merci. À côté de vous, David Eboutou. David, bonsoir. Bonsoir Serge Alain et bonsoir à tous nos téléspectateurs que je suis ravi de retrouver ce soir après, bien entendu, notre rencontre de Douala. Ok, David Eboutou, c'est un autre front là. Hein? Qu'est-ce qui... David Eboutou, décidément, un avocat sans robe noire. Il y a une deuxième cause qui, après Jules Omer Tchenkam, maintenant c'est les deux mineurs qui se retrouvent à la prison centrale de Condé. Ça pourrait faire sourire, mais... Un costume noir, mais pas de robe noire, David Eboutou. Je ne sais pas s'il faut accepter l'image. Oui. Je ne suis pas particulièrement spécialiste des questions de droits de l'homme. Oui. Comme vous le dites, peut-être à demi-mot, je me suis retrouvé là par la force des choses, de manière fortuite. Comme certainement beaucoup de vos téléspectateurs le savent, je viens de faire une prison oui. injuste et arbitraire, oui. dont je porte à moi les stigmates d'une injustice qui continue à crier au fond de moi. Et en cela, il y a moi une résolution que j'ai prise, c'est celle de ne pas laisser l'injustice fleurir autour de moi. Et c'est en cela que nous avons de commun, pour supporter le cas de Jules Omer Tchenkam, nous rendons grâce à Dieu qu'il soit libre aujourd'hui. Et alors que nous sommes encore dans l'euphorie de la sortie de M. Jules Omer Tchenkam, il se passe qu'un cas nous est soumis, comme cela, celui de deux mineurs, un de 14 ans et l'autre de 15 ans, qui se retrouvent aujourd'hui à la prison centrale de Yaoundé-Kondengi pour des faits somme toute banaux. Qu'est-ce qu'on raconte? On nous dit que c'est des jeunes enfants qui mènent des petites activités dans un quartier de Yaoundé et venant issus des familles extrêmement modestes, ils aident ces enfants-là, leur
famille à subvenir à ce nombre de besoins. Ils sont appelés par un monsieur bien nanti dans un quartier qui leur demande de mener quelques petits travaux ménagers chez lui. Et par la suite, le monsieur va soupçonner que ses enfants lui ont spolié d'une somme de 200 000 francs CFA. Alors, de fil en aiguille, il va se passer que les enfants vont passer aux aveux et il va falloir qu'on aille dans une disposition conciliatoire. Une fois que les enfants ont été conduits au niveau de la brigade de gendarmerie d'Ongousso, la famille et le quartier, compatissant pour ces enfants-là, va décider de remettre le double du corps du délit à ce monsieur-là. Donc 400 000 francs. Le monsieur va opposer un refus et bizarrement va réclamer la somme de 5 millions de francs. Au départ, c'était même 7 millions de francs. Par la suite, il parlera de 5 millions. Et aujourd'hui, il a demandé, avant qu'il ne soit déféré, il a demandé à ce que les familles lui trouvent 2 millions de francs CFA pour arrêter toute procédure. Malheureusement, avant cette étape-là, on s'est retrouvé à déférer ces gamins-là au niveau du tribunal de première instance de Yaoundé-Kounou. Et aujourd'hui, ils sont inculpés à la prison centrale de Yaoundé-Konengi. Et comme le dit bien leur mandat de dépôt, cela est marqué. Ils y sont pour avoir spolié un médecin de profession, je ne vais pas le nommer ici, d'un montant de 200 000 francs CFA. Alors, il a donc fallu que je lance l'alerte pour susciter l'indignation collective et amener les autorités judiciaires à voir dans quelle mesure on peut au moins mobiliser des peines alternatives pour ces gamins-là qui sont en cours d'année scolaire. Parce que ce que je veux dire, c'est que je suis de ceux qui pensent qu'il faille davantage donner un visage humain à notre système judiciaire. Il ne s'agit pas de faire du droit pour du droit, de dire du droit pour du droit, dans lequel des cas on se retrouverait donc dans une espèce de pièce à marteau où effectivement, dès que vous volez une guille, on vous cogne noir, celui qui vole un bœuf, on cogne du marteau. Ce n'est pas de cela qu'on veut dans une société en reconstruction comme la nôtre. Donc aujourd'hui, je suis de ceux qui plaident la clémence pour ces ceux qui volent des milliards n'ont pas de problème. Hein. Je ne veux pas me lancer sur cette piste-là, mais ce que je veux dire, c'est que je crois qu'aujourd'hui, il faille quand même faire la différence. On a là une situation des gamins, oui, des gamins qui ont commis un tort, posé un tort à un monsieur, à la société, et aujourd'hui, il s'agit de ne pas simplement dire le droit parce qu'il faut dire le droit. Il s'agit d'évaluer, de regarder en réalité la posture et même l'âge de ces enfants-là qui, nous sommes tous passés par là, Serge Alontou, nous avons tous été gamins, nous avons tous commis des gaffes, et même étant adultes, nous continuons à le faire. Et donc, s'il faut demander des sanctions, il ne faudrait pas que la sanction soit absolument dure jusqu'au niveau de la répression. Il faudrait trouver d'autres moyens que j'appelle conciliatoires. C'est pour cela qu'on a des chefs de bloc, des chefferies de quartier dans nos quartiers-là, et même des commissariats et des brigades qui doivent servir justement de médiateurs dans ce genre de conflit-là pour ne pas toujours tout régler par une espèce de gouvernance répressive. Et c'est en cela que je continue de tendre la main aux autorités judiciaires pour qu'ils aient pitié de ces pauvres familles-là qui sont aujourd'hui très éplorées du fait de l'incarcération assez pathétique des jeunes Ayeme William et de Kamsuen Simo Wilfried qui sont en ce moment à la prison centrale de Konengi au quartier 13 mineurs. Ok, quartier 13 vous avez dit. Mineurs, oui. À côté de vous, Jean-Baptiste Atemengue. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir, merci de m'avoir invité ici. Bonsoir aux téléspectateurs qui nous suivent. Voilà, Jean-Baptiste Atemengue, vice-président de section RDPC du côté de Ngoumou. Exactement. Voilà, dites-moi Jean-Baptiste, cette résolution qui a été adoptée le 18, mais on a vu la réaction du président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, le ministre des Relations extérieures, le ministre Sadi, le ministre de la Communication. Pourquoi Paul Biya réagit cette fois? Y a-t-il péril en la demeure? Parce qu'on ne l'a pas souvent vu réagir. Je pense que toutes ces réactions sont légitimes. Parce que nous vivons en ce moment un climat qui est très malsain pour la démocratie. Et la démocratie, pour moi et pour, je pense, la plupart des républicains, ce n'est pas un concours de mauvaise foi ni un concours de malhonnêteté. Oui. Alors, elle est simple, elle a ses rituels. On a procédé à ces rituels le 7 octobre dernier. Et le peuple camerounais, suite à un appel même de ce peuple à la candidature du candidat du RDPC de ses alliés, parce qu'il faut, c'est nous qui avons appelé notre président national à se présenter, parce que nous estimions qu'il devait encore être candidat. La majorité, très large majorité du peuple l'a choisi, et il est, à l'issue de ce scrutin, il est tout à fait antiproductif
pour notre démocratie, notre jeune démocratie, tout ce qui se passe. Et on sent très bien que les Camerounais, dans leur dignité, sont heurtés. Parce qu'une petite poignée de Camerounais qui se sont érigés contre ce verdict, contre cette démocratie, se sont vêtus en démocrates et sont en train de tromper l'opinion internationale. Et ça, c'est quelque chose, au-delà des réactions, qui doit être traité en profondeur. Nous ne pouvons aller nulle part avec de telles procédures de malhonnêteté intellectuelle. Je pense que hier, pour ne prendre qu'un exemple, hier, je discutais avec un fonctionnaire de l'ambassade du Cameroun à Bruxelles. Oui. Et il me racontait une réunion républicaine, parce que M. Kamto, candidat à l'élection présidentielle ensuite, a été reçu en audience avec tous les collaborateurs de l'ambassade du Cameroun il y a plus d'1 an par l'ambassadeur du Cameroun à Bruxelles, M. Evina. Et lors de ces échanges, 2 fonctionnaires apolitiques lui ont posé, je crois qu'il y a des procès-verbaux de ces réunions au ministère des Relations extérieures, lui ont posé la question de savoir si il était sain pour son parti d'intégrer tous ces militants connus, extrémistes en Europe, et alors que lui, il se présente comme étant un républicain. Parce que ces gens sont connus depuis longue date. Et lors de cette réunion, ces fondeurs ont insisté. Ça a même irrité le président Kamto et son conseiller et son trésorier Alain Fogué. L'ambassadeur a dit laissez tomber puisqu'ils ne veulent pas comprendre. Donc ce problème de recrutement des extrémistes en Europe, quand j'entends aujourd'hui dire, et ça c'est à Bruxelles, à côté du Parlement panafricain, donc ces militants sont là, européens je veux dire, ils sont là recrutés depuis pour casser et détruire l'image du pays. Et il a été averti, je vous parle d'une réunion publique, où on l'a interpellé il y a plus d'1 an et demi. Donc aujourd'hui, en arriver à tout nier et à se présenter comme des démocrates, des parfaits républicains, aux yeux des gens avec qui nous partageons des valeurs communes, parce que l'Union européenne, nous aspirons à être des démocraties aussi parfaites, sinon à peu près parfaites, comme ils sont aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas de démocratie parfaite. Mais le modèle libéral européen, c'est le même modèle que nous avons choisi. Et c'est un modèle qui a des fondations. D'abord, un État souverain qui acquiert sa légitimité démocratique, comme dans toute démocratie représentative, par le vote. On ne peut pas admettre qu'il y ait une élection et que des gens déchirent ce vote. La majorité. Jean-Baptiste, vous prenez un seul pan. Jean-Baptiste, vous prenez un seul pan de la résolution. Mais c'est le problème majeur. Non, il y a aussi la crise anglophone. Je me retourne vers docteur Serge-Éric. Mais la crise anglophone, c'est le même souci. Parce que là, vous êtes tombé directement sur le problème MAC. Il n'y a pas que ça dans cette résolution. Serge-Éric, vous avez suivi les propos de Jean-Baptiste Atemegué. Tout à fait. Il me semble que la question qui lui a été posée était orientée. La réaction de Paul Biya. Voilà, tout à fait. Jean-Baptiste n'a la pas pris réaction gouvernementale et du président. Non, surtout le président. J'ai traité lundi à Douala du Parlement. Hier, c'était le ministre Sadi, le gouvernement. Aujourd'hui, c'est Paul Biya. Oui, la résolution européenne. Qu'est-ce qui fait sortir Paul Biya, qu'on a souvent vu rester très muet, laisser lieutenant réagir? Pourquoi Paul Biya sort pour ce coup-ci? Oui, j'en viens. J'étais en train de dire que la question a simplement été posée sur la réaction du président national du RDPC sur la résolution des europarlementaires, et vous voyez que c'est le procès du MRC qui a commencé. Je vous ai dit tout à l'heure que vous comprendrez que effectivement nous faisons un travail de fond. Nous faisons un travail de fond, si bien que j'aimerais rappeler à ceux qui ne savent pas qu'un militant, c'est celui qui est encarté. Parler de militants extrémistes qui se recrutent en Europe, alors que ils n'ont pas de carte. Ils n'ont pas de carte. Ce sont des gens que nous découvrons parfois, nous tous, que à travers les réseaux sociaux, à travers les médias sociaux. Et donc, ce ne sont pas les militants du MRC. Non, ce ne sont pas les militants du MRC, mais ça me permet même de dire qu'il se pose un véritable problème de la gestion de la diaspora dans ce pays. Ce n'est pas le sujet. Oui. Donc, le jour où on aura l'occasion, vous comprendrez très vite pourquoi des gens peuvent s'identifier à la figure anti-système aujourd'hui qui est Maurice Kamto, même étant à l'étranger, mais qui sont en train de résoudre leurs propres problèmes avec le régime. Qui a passé le temps à les négliger
à poser une inconsidération vis-à-vis de cette catégorie-là. Bon, maintenant, pour la question sur le président de la République, le président national du RDPC, qui est subitement très présent à travers son tweet, à travers une communication. Facebook et Facebook. C'est comme ça que nous voulons voir un président. Ça veut dire que l'Union européenne a touché là où ça fait mal. Mais c'est précisément parce que c'est l'Union européenne. Si ça avait été les députés du SDF, déjà que deux autres de ses camarades politiques, notamment le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat, qui n'ont jamais pris qui n'ont jamais eu le moindre souci d'inscrire la question de la crise anglophone dans les débats de leurs différentes chambres parlementaires, ont subitement réagi lorsque une chambre parlementaire, d'ailleurs, s'exprime. Et je trouve que c'est une insulte lorsqu'on dit que c'est une petite minorité qui instrumentalise toute la communauté internationale. C'est toujours prendre les autres comme des gens qui n'enquêtent pas, qui n'ont pas cette capacité d'inquisition, cette capacité d'analyse, et puis produire. Jean-Baptiste Attemengue dit que les perdants trompent l'opinion. C'est ce qu'il venait de dire, que nous, on a cette capacité de tromper toute la communauté internationale. Ces gens qui ont tous les moyens de s'informer, qui ont, avant la résolution, déjà plusieurs fois interpellé le gouvernement sur la nécessité d'aborder autrement ces questions. Donc, de dire aujourd'hui que c'est le petit MRC qui instrumentalise la grande communauté internationale, qu'on nous donne cette capacité d'instrumentalisation de ces puissances, vraiment, ça veut dire que le MRC peut très bien gérer ce pays. Ok. David Eboutou, on a touché, comme a dit Serge Edou, on a touché où ça fait mal pour que le président Biya sorte. Alors, cela peut trouver un postulat empirique, même historique. Vous savez, j'appartiens à un bord idéologique et intellectuel qui est le panafricanisme. Et en cela, nous pensons que un pays comme le Cameroun est un État néocolonial. Un État néocolonial au sens de Kwame Nkrumah, qui pensait que l'essence du néocolonialisme, c'est que l'État qui est assujetti est théoriquement indépendant. Il possède tous les attributs de la souveraineté, un hymne, un drapeau, une devise, et pourtant son économie et par conséquent sa politique sont manipulées de l'extérieur. Je reprends rapidement. L'essence du néocolonialisme, c'est que l'État qui est assujetti est théoriquement indépendant. Il possède tous les attributs de la souveraineté. Un hymne, un drapeau, une devise, pourtant son économie, et par conséquent, sa politique sont manipulées de l'extérieur. Monsieur Biya sait très bien, comme tous les autres présidents d'Afrique francophone, pour la plupart au sud du Sahara, que leur légitimité vient d'ailleurs. Et c'est pour cela que les élections, dans nos cadres de micro-États, de micro-nations ici, sont en réalité des espèces de passe-passe où par la suite, ils s'arrangent simplement à monter une espèce de vernissage démocratique pour aller confirmer leur véritable légitimité à l'étranger. Donc, leur véritable maître se retrouve de ce côté-là. Et c'est pour cela que vous voyez souvent un certain nombre de deals. C'est ce qui renforce même le postulat historique de ce qu'on a appelé la France-Afrique. C'est-à-dire ces petits deals-là entre les autorités coloniales ou de l'ancienne métropole et quelques gouvernants qu'on nous a conduits au lendemain des indépendances fantoches. Et en cela, donc, il y a donc cette mentalité de coloniser qui continue à guider la plupart de nos gouvernants aujourd'hui. Monsieur Biya n'en est pas éloigné. C'est pour cela que vous verrez, et Serge Jou a commencé à le dire tantôt, quand le rapport de la Commission africaine des droits de l'homme a été produit, il ne me semble pas que monsieur René Sadi est sorti. Il ne me semble pas qu'un membre du gouvernement a cru bon de produire une communication pour interroger les points, bien qu'il y ait à l'intérieur des mesures de recommandation. Non. Mais dès que le Parlement de l'Union européenne s'est prononcé, vous avez vu tout de suite la levée des boucliers. J'ai même cru voir des images tardivement dans la nuit, monsieur Issa Siroma, qui n'est plus ministre de la Communication. Mais comme ça lui colle tellement à la peau, qui a cru bon aller se couvrir de l'oripeau maintenant de son parti politique pour venir communiquer parce que pensant certainement que Sadi a mal fait son travail. Donc ce que je veux dire... Non mais il parlait au nom de son parti, David. Mais on voit très bien le glissement. En réalité, la posture du ministre de la Communication lui manque tellement qu'il fallait bien qu'il vienne à la rescousse. Ce que je veux donc dire, c'est que on voit donc très clairement aujourd'hui que, comme le maître a parlé, il faut absolument que les esclaves, ou alors les faire valoir, ça fonctionne comme ça en néocolonie. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui... Les lieutenants, on va peut-être dire ça. Les lieutenants des affiliés et tous ces gens-là qui savent très bien que la légitimité, ils ne la cherchent pas ici. Parce que si effectivement les gouvernants aujourd'hui, ceux du Cameroun par exemple, trouvaient effectivement leur légitimité auprès des populations, on verrait un travail de terrain
Hein, Serge Jou parlait tout à l'heure d'une académie de leur parti politique. Moi, j'en ai entendu parler. Hein, et effectivement, je connais des gens qui se forment dans des institutions où ils disent qu'ils font partie du MRC. Et ça, c'est des choses qu'on voit, qu'on peut palper. Mais au RDPC, ça se passe quand? À part tout le ramdam médiatique qu'on voit à gauche, à droite, et dont on voit simplement les effets boomerang. Je pense, pour sortir, que à la réalité, il s'agit là d'un effet visible de ceux qui refusaient de penser ou de croire que nous sommes la néocolonie et qu'en réalité, les affiliés de cette néocolonie-là ne peuvent se lever que quand le maître véritable a parlé. Et la légitimité, selon ces maîtres-là, parce qu'ils le savent, la légitimité selon ceux qui nous dirigent aujourd'hui, savent très bien que si à Paris, si à Londres, si à Washington, cette légitimité-là, ce n'est pas auprès du peuple. Parce que si cette légitimité-là, il la tire auprès du peuple, il ne déploierait pas autant d'arsenaux en termes répressifs pour réprimer des manifestations, pour réprimer des mouvements d'humains comme on a souvent vu, avec autant de violence. Donc, ce qui veut simplement dire qu'ils savent exactement où se trouvent leurs véritables enjeux. Jean-Baptiste Atumengue, je vais reposer ma question. Qu'est-ce qui fait sortir le président Biya? On a vu l'ambassadeur américain qui a parlé de sa longévité au pouvoir et qui devait prendre sa retraite. Le président Biya n'a rien dit. On a vu dernièrement Peter Nagy qui a parlé, avant même qu'il n'arrive au Cameroun. Il a parlé du manque de sérieux des autorités camerounaises à résoudre la crise anglophone. Et après sa visite, il a dit qu'il allait, après le Soudan, s'occuper du Cameroun. Le président n'a rien dit. Non, mais je suis très surpris par ces hypothèses fictives de Boutou, parce que c'est vraiment de la fiction. Fictive, oui, parce que le Cameroun est un État indépendant depuis les années 60. Ça, c'est les panafricains qui attendent une deuxième indépendance. Ça, c'est leur droit. Qu'ils battent. Alors, bon, ça, c'est votre problème. Mais juridiquement, nous sommes indépendants. Politiquement, nous le sommes aussi, parce que c'est trop facile de dire les Camerounais ne décident pas, mais il y a élection tous les ans, tous les 5 ans pour les conseils municipaux, les députés, et tous les 7 ans pour les élections présidentielles, et ces partis politiques de l'opposition participent. Bon, j'ai l'impression qu'il a plutôt un penchant pour le MRC. Je sais pas s'il a été, non, mais vous avez assisté peut-être, vous avez palpé. Je vous parle là des faits. À la formation. Je connais des militants, aujourd'hui qui se réclament de l'académie aussi, nous avons nos méthodes de formation, mais nous ne formons pas des gens à la malhonnêteté intellectuelle, à mauvaise foi. Si visiblement leur formation, c'est une formation à la propagande négative, à la mauvaise foi et la malhonnêteté intellectuelle. Ça, nous formons des gens au patriotisme, aux valeurs qui font de ce pays, à l'honnêteté intellectuelle, à la démocratie, à l'unité nationale, pas au tribalisme, à la séparation, à tout ce qui divise ce pays. Si leur formation, c'est leur c'est leur droit. Mais ce que je veux dire, c'est que le président de la République est élu. C'est pour ça que j'ai commencé mon intervention tout à l'heure par le fait que nous étions aux urnes le 7 octobre. Et le peuple camerounais a choisi un président. Et c'est pour ça, et je vous ai dit que c'est le peuple qui a lancé même l'appel à sa candidature. Et c'est pour ça qu'il maintient, le chef de l'État, cette relation avec le peuple. Il n'a jamais fait de coup d'État pour arriver au pouvoir. Il ne se maintient pas par la force, contrairement à l'idée qu'on propage. Et deuxièmement, quand vous parlez d'élèves ou de néocolonialisme, vous avez vu un jour une délégation du RDPC écrire ou faire un sitting devant une ambassade qui écrivent au Parlement européen les mensonges qui ressortent du livre. C'est ces partis politiques qui n'acceptent pas la défaite. Vous savez ce que c'est que la France? Ça, c'est dans votre imaginaire. Nous sommes un État indépendant. Ça, c'est dans votre fiction. Mais le problème de fond, c'est que vous n'avez jamais vu un responsable du RDPC se plaindre auprès d'une ambassade. Nous traitons nos problèmes entre Camerounais au Cameroun. C'est eux qui vont et prendre des leçons et prendre des financements et mentir là où ils veulent, raconter ce qu'ils veulent, qui n'a rien à voir avec la réalité ici au Cameroun. Et ensuite, quand vous trouvez forcément des préjugés occidentaux, parlons vrai, faisons la sociologie des relations internationales. La France, qui a une diplomatie et une longue histoire de partenariat avec le Cameroun, elle maîtrise très bien la réalité sociopolitique camerounaise, mais tel n'est pas le cas de tous les pays européens. Vous avez des pays en Europe, ceux de nos compatriotes qui se cherchent, qui demandent l'asile politique.
Ils vont dans certains pays, on leur accorde parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe ici. On m'a pourchassé du Cameroun, il y a une dictature, on leur donne. Mais vous ne pouvez pas obtenir cet asile en France parce que l'administration française connaît bien le Cameroun. Vous ne pouvez pas l'obtenir en Italie. Donc il y a bien des Européens qui ont ce projet. Et quand on leur dit, il y a un président de la République qui est resté 37 ans, pour eux c'est une dictature. Ils ne savent pas que c'est un choix libre du peuple camerounais. Et ce peuple a cette liberté de choisir qui il veut pour qu'il dirige cet État. Ceux qui sont pressés d'arriver au pouvoir, ils n'ont qu'à affûter leurs armes démocratiques. La situation actuelle est tellement malsaine. Le professeur Cameroun, non, c'est pas ça. on ne partage pas. On ne partage pas les mêmes. On ne partage pas ses convictions. Non, mais j'aimerais l'avoir comme ma question en opposant. Je vous en prie. Ça, c'est celle-ci. Pourquoi le président Biya réagit aujourd'hui suite à ces menaces européennes? Mais le président Biya n'a pas souvent réagi. C'est ça ma question. Ah non, mais le président... Ce n'est pas un problème contre le MRC ou bien... Non, le président Biya réagit tout simplement parce qu'il est l'émanation du peuple. Et il a le droit de faire appel au peuple, de mobiliser le peuple à chaque moment où il sent très bien que ce peuple est insulté. Insulté par d'autres Camerounais extrémistes qui veulent bafouer les libertés de la majorité des Camerounais. Insulté par des gens à l'extérieur qui ne maîtrisent pas la réalité politique camerounaise. Nos institutions sont bafouées. Il y a un certain nombre d'écrits dans ce communiqué qui relèvent de la poubelle, qui n'ont rien à voir avec la réalité politique camerounaise. Et en cela, le peuple camerounais peut se sentir heurté. La minorité des Camerounais qui veulent salir l'image du Cameroun trouveront face à eux la majorité qui a élu le président Paul Biya et qui veut sauvegarder ce pays tel que les pères fondateurs l'ont créé. On ne peut pas accepter qu'au nom de la soif du pouvoir, des gens s'érigent en faux démocrate alors qu'ils bafouent les règles élémentaires. Donc vous êtes d'accord avec le ministre qui bafouent les règles élémentaires de la c'est une démocratie. kyrielle de contre-vérité. Donc tout ce qui est là dans cette révolution, tout est faux. La plupart des choses sont fausses entre nous. Il y a quand même un entre nous Camerounais. Alors, l'Union européenne, on n'a jamais interdit à l'Union européenne de venir observer ces élections. Au contraire, le gouvernement camerounais les attendait qu'ils observent ces élections. Ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont même pas de commentaires à faire. Ils ont souvent observé les élections à certains endroits. Et tenez-vous tranquille, le RDPC n'ira plus jamais une élection contre des malhonnêtes comme le MRC. S'il n'y a pas de ça. Je vous en si c'est la vérité. Non. On en arrive aujourd'hui. Non, je peux pas. Non, Jean-Baptiste. Tiens la parole. Mais oui, non, je ne peux pas vous permettre. L'Union européenne n'a pas observé les élections. Non, vous n'avez pas tiré. Et on constaté, vous n'avez plus la parole. Elle a gagné. Non, je peux pas. Vous allez retirer cette expression. Laquelle? Non, vous ne pouvez pas traiter un parti. Non, ça. Mais c'est un parti de malhonnêtes? Non. C'est un parti de malhonnêtes. Non. Vous ne pouvez pas jeter la nature aujourd'hui. Non, vous ne pouvez pas jeter. Je vous en prie. Non, vous ne pouvez pas jeter l'anathème sur toute une formation politique. Non, vous ne pouvez pas jeter l'anathème. Bon, ça va. Non, je vous en. Non, vous pouvez pas jeter. Non, on n'est pas bon. Vous ne pouvez pas supporter ça quand on dit ça du RDPC. On nous insulte tous les jours. Non, on ne peut pas dire ça du RDPC. On vous laisse tomber avec injustement. Non. On nous insulte tous les jours injustement. Non, et là on est en train de nous insulter après qu'on est porté à la tête de l'État. Honnêtement, non, vous pouvez pas nous insulter. Vous pouvez pas. Je peux pas vous laisser continuer. Mais si, c'est le cas. David Eboutou. Alors, je suis surpris par cette excitation assez particulière de Jean-Baptiste Atemengue. Jean-Baptiste, le fait de répondre à mes questions. Qui ne répond à aucune question, et qui se livre à des... Vous êtes encore remercié. Moi, je pose mes questions sur la sortie du président Biya. Alors qu'il n'a pas souvent fait, vous ne répondez pas. Il est un président élu par les Camerounais. Ce n'est pas ça le débat aujourd'hui. Je demande... S'il s'adresse au peuple qu'il a élu, vous voulez quelle réponse? Alors, j'étais donc en train de dire qu'au-delà de l'agitation, on est habitué au Cameroun, les téléspectateurs comprendront, ça fonctionne comme ça. Au RDPC, quand il n'y a pas d'idée, on se lance dans des envolées oratoires sans enjeu. La question est là. Pourquoi le président de la République sort maintenant? Je l'ai dit tantôt. Il s'agit là d'un des dirigeants d'une néocolonie qui pense que la légitimité... C'est vous qui allez dans ces ambassades. Alors je pense. C'est pas le RDPC. Laissez-moi continuer, je voudrais déployer. Je voudrais revenir sur un certain nombre de contre-vérités que M. Atemengue a prononcées tout à l'heure. Il a dit, par exemple, il a appuyé le ministre de la Communication pour enchérir, dans le sens qu'effectivement, c'est un communiqué ou c'est un communiqué à jeter à la poubelle. Oui. La résolution de l'Union européenne et du Parlement de l'Union européenne. Une résolution. A une résolution. Ce que
je veux dire, c'est que si vous avez lu le préambule de cette résolution-là, vous avez très bien vu, à la première page, au prologue de cette résolution-là, qu'il y a un certain nombre d'organismes, d'organisations internationales. Ils se sont appuyés sur un certain nombre. Ils se sont appuyés sur ces réalités-là pour arriver à la résolution. Ça veut dire que ce rapport n'était pas ex nihilo. Ils ont cité même un certain nombre de résolutions qui ont été prises au sein de notre continent. Quand je parlais tantôt de la Commission africaine des droits de l'homme, récemment encore, il y a eu la sortie de l'Union africaine. Il y a eu, au-delà, il y a eu la sortie des experts des Nations Unies. Il y a eu la sortie de l'Union européenne. Il y a plusieurs... Ça, c'est pas des bibles, je vous en prie, je vous en prie. C'est des rapports... Non, vous êtes toujours dans une logique de complot. C'est pas des qui bibles. fait que, une fois que des gens proposent ou alors étalent une analyse assez crédible, assez sérieuse, objective sur le Cameroun, on se lance sur une dynamique de complot. Mais quand les mêmes organismes nous donnent des aides, nous octroient des aides, on applaudit à UEADIA et on est très content de coopérer, de se lancer dans la coopération multilatérale. Ce que je veux dire, c'est que même le communiqué, la résolution du Parlement de l'Union européenne, si vous croyez que ils se sont assis en une journée et ont produit ce communiqué. Non, il y a des étapes. Bien sûr. Que ce communiqué a dû suivre avant la production. Et même si on va en profondeur, est-ce que vous savez qu'à l'intérieur du fonctionnement du Parlement européen, il y a là-bas un fonctionnement par groupe. C'est-à-dire que là-bas, les partis, les formations politiques se réunissent en partis, en groupes idéologiques. Et il y en a 8 en ce moment. 8 groupes idéologiques. Et le premier groupe idéologique, en ce moment, qui est le Parti populaire européen, le PPE. Le PPE, en ce moment, regorge la plupart des partis de droite en France, qui soutiennent le régime camerounais. Alors, vous imaginez donc très bien le glissement. Mais attendez, jusque-là, on voit très bien que la France ne s'est pas manifestée, ne s'est pas manifestée explicitement sur tout ce qui s'est fait aujourd'hui. Alors, je vous en prie, je vous en prie. Ce qui se passe donc, c'est quoi? Si ce Parlement a pu donc produire ce communiqué, cette résolution qu'on a vue, et que la plupart, le groupe dominant de ce Parlement-là, où se trouvent la plupart des partis politiques français de la droite, ça veut dire qu'il y a une forme d'adoubement de ce communiqué qui est fait. Et donc, un passage qui veut qu'aujourd'hui, effectivement, il y a une réalité qui s'impose. Une réalité qui doit être constatée. Et dont tout le monde voudrait simplement qu'on aille vers un chemin de l'escalade. C'est en cela qu'il faut peut-être regretter l'attitude d'en face. Quand je parle d'en face, c'est des gouvernants, représentés ici par M. Atemengue, qui pensent que, forcément, quand on pointe du doigt une problématique, une situation, c'est que on en veut particulièrement à leur gouvernance, qu'on en veut particulièrement au régime. Non, nous tous nous sommes Camerounais, et le président de la République, je me réjouis, il a dit dans son tweet, il a dit nous avons une seule patrie, je crois bien, il a dit. Ouais, il a dit. Mais le problème ici, c'est que quand j'écoute des gens comme M. Atemengue, on a l'impression que la souveraineté s'entend mieux simplement quand c'est leur expression à eux. Personne n'a jamais dit. Et quand ce sont les autres qui les manifestent en dénonçant, en critiquant un certain nombre de méfaits qui sont visibles et palpables, là, ils sont taxés de tous les noms d'oiseaux. Il faudrait sortir de cette façon de voir les choses. Ce que je veux dire pour sortir, M. Serge Alain Autou, quand le patriotisme devient du chauvinisme, on court vers un risque. Et ce qui se passe aujourd'hui avec les chauvinismes, je vous en prie, vous manifestez du chauvinisme, vous êtes chauvin. Vous êtes chauvin. Ce que je veux dire, on voit très bien que tout ce qui se déploie aujourd'hui, que ce soit dans les réseaux sociaux, la tension politique lourde, la crispation, etc., le tribalisme exacerbé, tout, c'est bien du fait des gouvernants qui entretiennent cela pour tirer des prébendes. Vous savez, les faits historiques sont sacrés. Chaque fois que le régime camerounais s'est retrouvé menacé, il est allé susciter les vieux démons de la division. Et en cela, il se retrouve en train de tirer les dividendes. Voilà comment ça fonctionne. On n'invente pas la poudre d'escampette ici. C'est ce qui est, et il faut le dire. Voilà, docteur Dou, cette sortie du président Biya, c'est pour dire qu'il y a une menace. La menace est réelle. Il peut se passer des choses. Bon, je sais. Parce qu'on a vu, ils disent que si au niveau de la CEMAC rien n'est fait,
au niveau de l'Union africaine, rien n'est fait, on peut porter l'affaire au Conseil de sécurité des Nations Unies. Je m'amuse à imaginer, et je crois, le peuple que M. Atemang ne fait que interpeller depuis et mettre comme ce peuple qui est le principal soutien de son parti, sait très bien que si le communiqué, ou alors si la résolution, j'allais dire, de l'Union européenne était favorable, du Parlement européen était favorable au régime, je suis certain que on sera en train de penser à tout sauf à l'ingérence. On ne serait pas en train de manifester ce chauvinisme que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Bon, mais pis encore, lorsque j'entends dire que le peuple camerounais se sent heurté, voilà pourquoi le premier des Camerounais sort. Il se sent heurté par des menaces, une tentative d'ingérence par les... Qu'est-ce qu'on veut faire croire aux Camerounais? Que ces pays qui ont souvent été présentés comme nos amis sont aujourd'hui devenus des ennemis, ou alors sont, comme on l'a dit, instrumentalisés. Actuellement, qu'est-ce que ces pays veulent faire chez nous? Parce que, bon, est-ce que le peuple camerounais ne se sent pas heurté par, je vais dire, les 5 enfants qui sont morts à Tokombéré parce qu'ils manquaient d'eau? Est-ce que le peuple camerounais ne se sent pas heurté d'avoir les 4 enfants, c'est des vies humaines. Oui. Est-ce que le peuple camerounais ne se sent pas heurté par ces coupures d'électricité qui vont au rythme des jeux de lumière? Parce que c'est ce que nous vivons au quotidien, où je sors à Soie et Mana et certains quartiers de Yaoundé, où 30 minutes, l'électricité est là et l'électricité s'en va. Est-ce que le peuple camerounais ne se sent pas heurté par tout ça? Est-ce que l'Union européenne a besoin de faire une enquête pour constater ce que nous avons tous vu, que des faux observateurs ont été invités au Cameroun, ont été présentés à la chaîne où l'on nous coupe de l'argent pour nous dire la vérité chaque jour, au nom je vais même dire des mercenaires, en utilisant le label d'une institution qui s'est donné le mal que l'on sait à avoir cette crédibilité. Je parle là de Transparency International. Est-ce que l'Union européenne, qui n'est pas venue observer, n'a pas donné un financement pour, justement, à l'Union africaine pour l'observation de ces élections? Est-ce que... Et qu'est-ce que ces observateurs ont dit? De toutes les manières, même la Commission des droits de l'homme, la Commission africaine des droits de l'homme a dit pratiquement la même chose que l'Union européenne. Donc ne faites pas comme si vous allez dire tout de suite que les impérialistes sont aux portes du Cameroun. Alors vous allez instrumentaliser, vous allez infantiliser les Camerounais en disant voilà, nous devons défendre notre patrie. Alors que même en Afrique, je dis la Commission africaine des droits de l'homme a dit pratiquement textuellement la même chose. Mais vous sentez que la menace est davantage celle qui vient du Parlement européen. Et moi, je pense que ce n'est pas l'attitude que vous aurez eue. Parce que le MRC, justement, en étant aux affaires, n'aurait pas réagi comme vous êtes en train de réagir. Vous êtes aujourd'hui en train de dire que nous pouvons résoudre nos problèmes à l'interne. Le président Maurice Kamto n'a fait que tendre la main. Depuis, il a dit, par exemple, qu'il est prêt à solder le passif des dernières élections. Parce que ces élections, comme vous le disiez ici ou non, nous le savons, ces élections ont été biaisées par que ce soit le processus électoral. Et nous avons eu à le démontrer pendant les débats au Conseil constitutionnel. Donc, c'est le débat que vous voulez à l'interne aujourd'hui, ou la résolution des problèmes à l'intérieur, craignant les résolutions qui arrivent de l'étranger. Nous sommes dans cette disposition depuis. Sauf qu'au lieu de cela, ce que vous avez fait, vous avez affiché, on ne gouverne pas par l'arrogance et le mépris, les Camerounais. Parce que nous aussi, il faut que je vous le rappelle, nous faisons partie de ce peuple que vous ne faites qu'appeler depuis. Les Camerounais de la diaspora font aussi partie de ce peuple. Il n'existe pas un super peuple. Nous tous, nous faisons partie de ce peuple. Et nous voulons du bien pour le Cameroun. Il n'y a pas des gens... Non, sauf que votre façon de le vouloir fait que nous avons un scandale pour l'organisation de la CAN. Nous avons plus de 6 000 milliards de personnes. Le Cameroun va organiser la CAN en 2021. Pas 2019. La CAN en 2020. Pas 2019. Nous sommes le pays d'Afrique noire. J'allais dire que... Et les deux disent la même chose, ils parlent pendant 30 minutes. Non, j'allais dire tout à l'heure que
Mais vous me refusez de répondre à mes questions. Laissez-moi. Non, vous n'avez pas. Donc vous êtes venu avec vos réponses. Je réponds, vous posez une question que je... Non, vous ne répondez Vous pas. voulez que je vous dise ce que vous voulez entendre ou Non, je vous demande pourquoi le président réagit cette fois-ci. Je vous donne ma réponse. C'est ce que je vous donne. Oui, terminé. J'ai une question pour Jean-Baptiste. Tout à fait. Il se trouve qu'actuellement, nos prisonniers hier ont voulu se rendre au tribunal avec les maillots des Lions indomptables, justement. Nous savons tous que les Lions indomptables symbolisent le ciment du patriotisme national. Quoi de plus patriotique que de vouloir mettre un habit, et parce qu'il a été prévu que la CAN devait avoir lieu en 2019, mais ils ont été punis, ils ont été déportés au GSO, 27, au nombre de 27, à l'heure où je vous parle. Mais on nous fera ici la leçon du patriotisme, la leçon justement parce que les intérêts d'un groupe de personnes sont menacés par une résolution de leurs amis. Ok. Jean-Baptiste Atemengue, le ministre Sadi, disait l'autre jour que les problèmes camerounais peuvent et doivent se résoudre au Cameroun par les Camerounais eux-mêmes et les dirigeants qui se sont donnés. Il y a beaucoup de problèmes entre Camerounais. Il y a la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Il y a la situation politique. Il y a le professeur Maurice Kamto qui a tendu la main. On n'a toujours pas de réponse. Il a tendu la main quand on s'autoproclamant président. Non, ça c'est récent, c'est récent. C'est récent. On demande le dialogue inclusif dans la région, dans le problème anglophone. Pourquoi ça traîne? Qu'est-ce qui se passe? Non, moi j'admire tout à fait leur duplicité. Patriotes habillés de tenue des Lions indomptables, mais quand vous, le lendemain de l'élection présidentielle, vous tentez un putsch, c'est que vous aimez ce pays? C'est que vous l'aimez? Ça c'est, moi je suis, j'admire votre propagande, parce que votre formation, votre école de formation est plus performante que celle des Russes, parce que vous êtes vraiment dans la malhonnêteté intellectuelle pure depuis ces échéances. Les problèmes que nous vivons au Cameroun sont le fait de qui? Quel est l'intérêt du président Paul Biya, élu par la majorité camerounaise, de créer des problèmes au lieu de réaliser son septennat de... Vous admettez au moins qu'il y a des problèmes? Ce sont des Camerounais qui récitent à longueur de journée les problèmes vitaux des Camerounais, qui n'ont rien à voir avec leur combat d'assoiffé de pouvoir, et qui font tout pour que justement les gouvernants élus par les Camerounais pour régler ces problèmes ne fassent pas ce travail. Dans le nord-ouest, le sud-ouest, on a demandé, parce que vous ne pouvez pas dire à un gouvernement légitime, légal et légitime, de ne pas assurer l'ordre avec le strict minimum de force, parce que nous ne sommes pas, le gouvernement n'est pas en guerre contre les Camerounais là-bas. Si d'ailleurs, ce que le Parlement européen dit, s'il y avait affrontement tribal là-bas, ou affrontement entre le gouvernement légal légitime et une certaine couche de population, ces populations ne seraient pas paisiblement intégrées à Yaoundé, Douala, Bafoussam, partout où ils sont issus. Donc il n'y a pas ce problème entre Camerounais. Il y a des bandes armées qui dissuadent et sèment le désordre là-bas. S'il y avait un problème tel que certains occidentaux, quand tu lis cette phrase-là de Bruxelles... non, ça c'est la phrase du ministre Sadi. Non, mais il répond à ces préjugés, à ces idées reçues des Blancs. Donc il n'y a pas de problème entre Camerounais. Deuxièmement, il faut préciser. Moi, j'ai estimé que on en fait trop sur cette résolution. Et Boutoua parlait du fonctionnement de l'Union européenne tout à l'heure. Ce ne sont pas les députés européens français qui ont voté. Vous savez très bien qu'ils sont largement minoritaires. Et vous savez très bien que là-bas, à Bruxelles, ils se retrouvent dans un groupe politique majoritaire. Est-ce que c'est un seul groupe qui constitue ce Parlement de l'Union européenne? Est-ce que c'est un seul groupe qui vote? Même un groupe minoritaire peut être à l'origine d'une résolution. On parle de groupe parlementaire ici. Le MRC au Cameroun n'a qu'un député, n'a même pas de quoi faire un groupe. Mais ils vont interpeller les groupes parlementaires à l'Union européenne et disent qu'ils ont gagné des élections. Vous avez combien de députés ici qui représentent le peuple? Ce n'est pas ça. Non, mais c'est de ça aussi. Parce que quand on dit on parle au nom du peuple. Je dis les problèmes camerounais. Non, mais les problèmes camerounais, je vous dis. Ça, c'est le ministre Sadi qui le dit. Mais le gouvernement du Cameroun. Il n'y a pas de problème. Le gouvernement du Cameroun est l'émanation de la volonté du peuple camerounais.
Il faut, une fois qu'on est clair, il y en a qui vont toujours dire les élections ont été truquées, nous sommes un pays néocolonial, mais en même temps ils sont dans les ambassades tous les jours en train de pleurnicher, en train d'écrire, d'envoyer des fausses informations. Mais nous sommes souverains, le peuple camerounais désigne ses gouvernants, et ces gouvernants n'ont aucun intérêt à ce qu'il y ait un moindre désordre public au Cameroun. Au contraire, quel est l'intérêt du gouvernement? Parce que à longueur de jour, depuis que ces crises ont commencé, on accuse le gouvernement. C'est de bonne guerre quand on est hostile à ce gouvernement. Mais quel est l'intérêt? À qui profite le crime? Quand les policiers mènent une enquête, à qui profite le crime? Quel est l'intérêt du gouvernement d'avoir des problèmes dans le nord-ouest et le sud-ouest? Au contraire, est-ce que l'armée camerounaise n'a pas existé depuis les indépendances pour qu'aujourd'hui elle crée des problèmes à ses propres populations? Est-ce que la police camerounaise n'a pas toujours assuré la sécurité des Camerounais et de leurs biens depuis les indépendances? Est-ce que c'est aujourd'hui qu'elle dérape seulement? Le gouvernement est ouvert à toutes les bonnes volontés nationales, y compris internationales. Nous attendons de ces pays, je vous ai dit, l'Union européenne, nous partageons totalement leurs valeurs. Je crois que si en Afrique centrale, il y a un pays qui partage même ces valeurs, c'est le Cameroun. C'est pour ça que nous avons été les premiers à signer l'accord de partenariat économique que ces gens ont refusé, d'ailleurs, ont critiqué longuement. C'est pour ça que, au niveau des droits de l'homme, malgré nos traditions, nous avons la polygamie ici, ils l'interdisent en Europe, nous savons que ça peut évoluer pour l'émancipation des femmes. Ils ont parlé d'homosexuels. Il y a une loi pénale qui interdit encore ça ici, mais il y a des homosexuels au Cameroun, c'est un fait. Il n'y a pas d'homosexuels en prison, mais la loi l'interdit. Ils n'ont pas appris qu'il y a un homosexuel qu'on a exterminé au Cameroun. Donc, nous évoluons progressivement vers l'humanisation de notre société et nous voulons que ces gens nous accompagnent. C'est pour ça que j'ai dit, lors de l'élection présidentielle, ils auraient bien fait d'envoyer des observateurs qu'une petite poignée d'eurodéputés sous la pression ou sous la commande d'un lobby tapé dans l'ombre envoie une résolution. Et il ne faut pas, et j'ai entendu tout à l'heure, parler de problèmes entre les États européens et l'État de Cameroun. Les États européens... David Neboutou. Oui, le Parlement européen ne représente pas les États européens. On vous a compris. David Neboutou. Oui, je voudrais revenir sur... Le Parlement européen ne représente pas les États européens. Oui, on vous a compris. Allez-y, David. Je voudrais revenir sur des petits questionnements qu'il a laissés en suspens tout à l'heure. Il a posé la question de savoir, bien que rhétorique, la situation d'enlisement, de crispation politique que nous vivons aujourd'hui est du fait de qui? Il a semblé dire que c'est du fait du MRC, du parti de l'opposition. Jean-Baptiste ne peut pas répondre. Voilà, je vais donc lui répondre. Monsieur Atemengue, sachez que c'est du fait du gouvernement en place et du régime en place. Pourquoi? Parce qu'il faut peut-être qu'on vous rappelle toujours l'origine de la crise anglophone que nous vivons aujourd'hui, l'origine de l'enlisement de la crise anglophone que nous vivons aujourd'hui. C'est parti d'une crise, je vous en prie. Je vais vous répondre. C'est parti, je vous en prie. C'est parti justement des revendications corporatistes et du fait, je vous en prie, du fait des mauvaises réponses données à ces revendications corporatistes-là, il y a eu un processus de radicalisation qui a donc amené les postures à changer. Vous imaginez? Il y a eu à l'époque une espèce d'association là-bas appelée le consortium, qui s'est proposé d'être le médiateur entre les anglophones et le gouvernement camerounais. Quelques jours après, une discussion formelle même, cette association a été dissoute. Voilà comment les positions ont commencé à se radicaliser. Maintenant, quand aujourd'hui vous pensez au solutionnement de cette crise-là, en utilisant les mêmes acteurs qui ont contribué à l'enlisement de cette crise-là, je peux vous prendre un cas. Monsieur Atangandi, je vous en prie. Monsieur Atangandi, vous déformez une histoire. Je vous en prie, j'ai la parole. Vous la déformez. Je vous en prie. Vous ne contribuez pas. Je vous en prie. Il y a des acteurs qui sont dans ce gouvernement, qui font partie de ceux-là qui ont contribué à l'IS. C'est un fait. C'est un fait. Je vous en prie. Non, je vous en prie. Vous n'avez pas la parole. Vous le dites à longueur de journée. Je vous en prie. Moi, je vous en prie, Jean-Baptiste Atemengue, vous n'avez pas la parole. Vous avez le droit de... Vous n'avez pas la parole, Jean-Baptiste. C'est incroyable. Et donc aujourd'hui, le dire avec véhémence que quelqu'un comme M. Atangandi, qui a versé dans le déni et la dénégation pour dire qu'il n'existait pas de problème anglophone, qui a contribué à envenimer la situation au niveau de... Donc les gens qui sont pas Atangandi, ils sont intolérants, c'est lui qui a donné. Vous allez me permettre de dans un pays, on est pour soyez tolérants. Justement, on va parler de tolérance. Soyez tolérants. Donc, je n'ai pas libre de dire soyez tolérants. Vous l'insoutenez. Vous estimez que d'autres Camerounais ont le droit Jean-Baptiste Atemengue, on ne va pas continuer comme ça. Vous estimez que d'autres Camerounais doivent être intolérants. Jean-Baptiste Atemengue. Et donc, c'est celui qui est tolérant. Jean-Baptiste Atemengue.
les autres panélistes ont laissé dérouler. Non, on débat. C'est une émission. On discute. Vous ne pouvez pas les interrompre à chaque fois. Comme Les ça. deux parlent plus que moi. Ils parlent Non, ce n'est ils pas. disent la même chose. Ils sont tous du MRC, donc c'est Je normal. ne suis pas du MRC. Mais si, il faut prendre sa carte. Oui, je vous en prie. Merci. On va Je vous en prie, cher monsieur. Nous allons prendre la direction de Douala où nous attend Cédric Noufélé pour le 20h. Cédric, c'est à vous. On se retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief. Toujours, peut-être, en compagnie de nos trois invités. Retour sur le plateau Equinox Soir à Yaoundé, toujours en compagnie de nos trois invités. On va aller au pas de course. On a vu dans le journal de Cédric Noufélé l'actualité brûlante, c'est-à-dire cette résolution du Parlement européen sur le Cameroun, avec cette autre sortie. Un ministre de la République qui, pas moins, président du Front pour le Salut National du Cameroun, Issa Tiroma Bakari, il pense que cette résolution, c'est une atteinte grave à notre souveraineté. Je commence avec vous, David Eboutou. Il ajoute même, il demande au gouvernement d'ignorer cette résolution. Non, il n'y a pas plus laudateur de ce régime que M. Issa Tiroma Bakari, hier encore pourfendeur du même régime. C'est souvent très intéressant d'observer la C'était avant 2008. Voilà, c'est toujours très intéressant d'observer la mue de tels acteurs. Je ne sais pas de quelle légitimité M. Tiroma peut se prévaloir pour laisser son petit strapontin ministériel et venir se substituer au gouvernement. On a quand même déjà... Il parlé en nom de son parti. Oh, on sait très bien que la posture de ministre de la Communication manque beaucoup à ce monsieur. Et c'est pour cela, certainement, qu'il a dû trouver que M. Sadi n'a pas toujours fait ce qui semblait bon. Parce qu'il aimait bien cet exercice-là. Communiquer, dire des contre-vérités qui n'arrangent pas toujours tout le monde. Donc, je parle de légitimité tout à l'heure parce que M. Tiroma a quand même perdu les élections dans son propre village en 2013, les élections législatives. Et donc, aujourd'hui, quand on est sauvé par la grâce d'un décret présidentiel et qu'on pense pouvoir jouir d'une certaine légitimité pour venir parler au nom de tous les Camerounais, parce que j'ai suivi quelques extraits, et il demandait au peuple camerounais de former un front, et je ne sais pas de quel peuple il parle, peut-être du peuple de son village à lui, où il a perdu les élections, mais je ne me reconnais pas dans le discours de M. Tiroma. Et de ce point de vue-là, je pense aujourd'hui que c'est cette posture maladroite qui amène... Vous reconnaissez au moins dans l'appel du président Biya? Alors, j'ai un problème. Oui. J'ai un problème en écoutant, en lisant, quand j'ai lu le tweet du président de la République, qui parle effectivement... qui invite les Camerounais à se rappeler de ce que nous avons une patrie, une seule patrie. Et je suis entièrement d'accord avec ce discours, sauf que, en associant ce discours, en l'interprétant avec la conjoncture politique actuelle, j'ai bien l'impression qu'on se trouve là dans une espèce de glissement qui peut nous conduire du patriotisme au chauvinisme dont j'évoquais dans mon prologue. Parce que on a connu des exemples comme cela en Afrique. Chaque fois que la conjoncture politique devient défavorable pour l'hégémon central en place, il convoque l'argument du patriotisme, l'argument de souveraineté, souverainisme même, pour que effectivement il y ait comme au sursaut d'orgueil, et de là il tire des dividendes politiques. Et donc je ne voudrais pas m'associer à ce genre de fonctionnement qui font que on appelle le peuple, on adoube le peuple quand certains intérêts sont menacés, et ce peuple-là, on peut le laisser, on communique simplement à des occasions traditionnelles quand tout va bien, en temps de paix. Ok, Jean-Baptiste Tatomengue, vous allez... Issa Tiroma Bakari demande au gouvernement d'ignorer carrément la résolution. Non, mais c'est grave, là. Non, mais c'est une attitude républicaine, c'est pour ça que j'ai précisé tout à l'heure. Ignorer cette résolution? Oui, mais je crois qu'on doit atténuer tout le bruit qu'on en fait tout autour. D'abord parce que, je disais tout à l'heure... On en fait le bruit, le président fait la sortie, vous trouvez qu'on fait le bruit? Même en Europe, on n'est pas dans un monde post-réaliste ou néo-réaliste, c'est-à-dire où il n'y a plus d'État. Vous savez très bien les problèmes en Europe pour la mise en place d'une politique étrangère commune et de sécurité qui n'est qu'embryonnaire. Donc, si quelques députés européens
comme j'ai dit tout à l'heure, font passer une résolution. Le nombre de résolutions qu'ils font passer, qui sont restées lettres mortes, c'est nous qui en faisons un État. Et ces députés européens ne représentent pas les intérêts des États pris l'un après l'autre en Europe. Donc nous n'avons aucun problème avec les États européens pour la plupart. Nous partageons les mêmes valeurs, j'ai dit tout à l'heure, parce que en réalité, le gouvernement camerounais met en place, exécute ce que nous avons approuvé en 96 comme constitution libérale. Donc nous partageons les valeurs libérales avec eux. Sauf que aujourd'hui, effectivement, on a l'impression que une prime est faite à l'intolérance. Or, nous aspirons à la tolérance républicaine comme en Europe. C'est pour ça que j'étais très étonné tout à l'heure quand Boutou parlait d'un ministre de la République, le ministre Atanganji. Parce que depuis toujours, j'entends dire il est l'un de ceux qui ont provoqué, enlisé la crise. Mais vous faites une prime à l'intolérance. Monsieur Atanganji n'a jamais porté atteinte à la sécurité d'un Camerounais, ni à ses biens. Il est libre de ses opinions, que je partageais d'ailleurs. Je partage cette hypothèse. C'est pas parce que les gens crient qu'il y a un problème et créent le problème que ça veut dire que ce problème existait avant. Ceux qui ont intérêt à créer tous les problèmes pour nuire aux intérêts du pays peuvent les créer. La tolérance est vraiment le principe de base qui fonde une démocratie. Quand des gens vont saccager les ambassades, je ne crois pas que ce soit un signe d'intolérance. Les militants du MRC, le ministre Atanganji allait à l'époque organiser un meeting à Bamenda. Vous savez ce qui s'est passé? Le RDPC n'a jamais interdit qu'un militant ne s'est jamais érigé en soldat ni en censeur de qui que ce soit. Et donc, je pense que... Jean-Baptiste Atemeng, oui. Je vais repréciser ma question. Oui. Issa Thiro m'a dit, il demande au gouvernement d'ignorer cette résolution. Vous dites qu'on en fait grand bruit, alors que votre président national, qui est le président de la République, demande au peuple de se mobiliser. Vous trouvez que c'est un épiphanie? Non, mais c'est un problème de... Vous allez contre la discipline de votre Non, parti? ce n'est pas un problème de discipline. C'est un problème de communication. Le problème, les ministres sortent. Moi, j'ai les deux présidents de chambre sortent. Moi, j'ai le président de la République sort. Moi, vous minimisez? Non, mais rien? c'est normal. Parce que ça relève de la communication et de la propagande. Je pense qu'il faut que le gouvernement communique de plus en plus de la sorte. Et surtout, communique et explique. Comme on l'a déjà fait avec d'autres acteurs qui ont été trompés dans le passé sur la situation sociopolitique au Cameroun et qui ont eu les bonnes informations et qui ont changé d'avis. Donc je pense que ces députés, cette poignée de députés européens, il faut les... comme vous parlez de Thibaut Dagui, il a changé d'avis? Il a été reçu ici, je ne pense pas que... vous savez ce qu'il a dit après par rapport au Soudan? Vous savez tout ce qui circule que les gens disent. J'ai lu tout à l'heure ce qu'a dit le président Macron, vous n'avez pas relayé. Vous relayez ce que dit un sous-secrétaire d'État américain. Depuis hier, circule ce qu'a dit. Aurait dit le président Macron, vous ne relayez pas avant de vérifier. Vous devez le relayer aussi. Merci Jean-Baptiste Atemeng. Toujours dans la sortie de Issa Thiro Mabakari, il s'en prend au président du MRC, professeur Maurice Kamto. Il dit que la présidentielle est derrière nous et que c'est Kamto joue au mauvais perdant. Le ministre Issa Thiro, qui a fini par être le ministre du micro chez nous, je trouve qu'il a besoin d'exister, c'est tout. Le ministre Issa Thiro a fait de cette forme de communication son fonds de commerce, parce que s'il s'exprime là en tant que... Et de mise à sac des ambassades à l'étranger sont également poursuivis sous X, c'est-à-dire contre inconnu. Le discours a changé par rapport à l'interview, l'entretien à Christophe Boisbouvier sur RFI. Non, je précise que les ministres travaillent. Eux au moins travaillent pour les Camerounais. Oui. Vous ne travaillez pas. Vous faites que divertir, créer des faux problèmes. Je ne sais pas où vous travaillez pour les Camerounais. Vous citez tous leurs problèmes. Il y a des élections municipales qui arrivent. Préparez-les. Il y a la coopération décentralisée. Vous avez vu madame... Il vous a compris. Il vous a compris. A ramené des choses. Ça, je vous a compris. Nos maires le font tous les jours. Non, mais dire que le ministre Issa Thiro ne sert à rien, c'est trop. C'est pour ça que je précise que le ministre Issa Thiro, depuis qu'il est au gouvernement, travaille nuit et jour pour ce pays. Contrairement à vous, vous n'avez personne qui travaille pour ce pays en tant que tel. Vous faites la diversion, vous racontez vos mensonges
à gauche et à droite, et vous dites que c'est vous qui aimez les Camerounais. Vous ne pouvez pas dire le contraire de ce qui est un fait. Vous ne pouvez pas dire qu'un ministre ne travaille pas pour les Camerounais. Okay. Le ministre de la Communication, qui sert aussi les intérêts supérieurs de la nation, quand il dit que les gens qui ont saccagé les ambassades sont poursuivis. Je crois qu'il y a une enquête qui a été ouverte là-bas en France. Et non, mon problème c'est au niveau de l'évolution du discours. Le discours a changé entre l'entretien RFI et sa sortie. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Parce qu'à RFI, il pointait du doigt, il accusait certaines personnes. On a vu les militants du RDPC saccager les ambassades. Les militants du RDPC les militants du MRC, je dis. C'est le MRC qui est l'organisation, qui est d'ailleurs responsable. Non. Le MRC, il faut dissocier les choses. Pénalement, le MRC, en tant qu'organisation, est responsable. Si, en son sein, on planifie et on agit d'une certaine façon qui soit considérée comme illégale. Et les faits sont là. Je pense que je ne sais pas quelle prestidigitation vous voulez faire au Cameroun. Non, vous avez des manifestations tous les soirs sur les plateaux. On ne les connaît pas. Je vous ai parlé tout à l'heure d'une réunion publique qui a eu lieu à l'ambassade de Bruxelles. On a interpellé votre président Kamto et votre trésorier. Ça les a énervés. Il y a plus d'un an et demi que vos militants, que nous connaissons ici, qui vont crier devant l'hôtel du président, qui font de l'extrémisme policier en Europe, quand vous les acceptez dans vos rangs, est-ce que vous êtes prêts à les assumer? La preuve, vous ne l'assumez pas aujourd'hui. Il doit le regretter, puisque je vous parle d'une réunion publique qui s'est tenue à l'ambassade Cameroun à Bruxelles, il y a plus d'un an et demi. Donc, vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que ce n'est pas, que le ministre de la Communication n'a pas changé d'avis. Non, il s'entoure de prudence là, dans ce Non, il n'y a aucune prudence à avoir. Non, je dis ici, l'individu non encore identifié. Bon, ce qui rompt carrément avec le discours, l'interview. Il n'est pas de la police française ni camerounaise. Mais le MRC est accusé d'avoir organisé des manifestations qui ont conduit au saccage des ambassades. Ça, c'est un fait visible par tout le monde, que tout le monde a vu. Okay. Maintenant, est-ce que c'est un problème d'individu d'abord? Je vous parle d'abord de l'organisation qui est le MRC, qui a des responsables qui doivent répondre des actes menés dans le cadre de cette organisation. Vous êtes procureur, mais je suis citoyen. Je ne suis pas très honoré de voir que dans l'histoire du Cameroun, pour une première fois, pour des raisons politiques et l'intolérance de certains, on a porté atteinte ceux qui sont panafricains. Vous devez être les premiers à vous insurger, à aller porter atteinte à l'image de mon pays, et porter atteinte aux intérêts des Camerounais et de nos visiteurs qui viennent investir pour créer les emplois. Vous parlez des problèmes des Camerounais tous les jours. Quand les gens vont saccager les passeports, les visas et toute ambassade, vous pensez que c'est de nature à améliorer le bien-être des Camerounais ici? Ok, David Eboutou. Non, David, vous permettez d'abord au docteur Diouf de répondre. Oui, en fait. Le RDPC, le MRC. En fait, vous allez terminer, David. Pour une posture républicaine, nous n'avons même pas de problème à être accusés. Le problème, c'est que quand on accuse et que l'on est républicain, l'on apporte des preuves. Si le ministre aujourd'hui est en train de faire un rétropédalage, parce que c'est de cela qu'il s'agit, oui. Sur RFI, le ministre Sadi disait clairement qui a orchestré, qui a commandité les ambassades. Il prononçait le nom de les saccages des ambassades. Il prononçait le nom de Maurice Kamto. Mais c'est lui qui est responsable. Il est responsable. Non, là nous sommes d'abord en train de parler. Vous ne pouvez donc pas parler des responsabilités. Est-ce qu'il va refaire le même communiqué? La culpabilité. Il a dit et c'est vrai. Sans avoir et il le redira à l'occasion. Et il se trouve qu'entre-temps, il y a une plainte qui a été déposée, une plainte pour diffamation. Et cette plainte s'adresse directement à M. René Sadi, qui est ministre et qui s'adresse là aux citoyens de plusieurs pays à travers une chaîne. Et donc, dès le moment où la plainte a été déposée, je crois que c'est la raison pour laquelle il commence déjà à comprendre que, justement au pénal, les responsabilités sont individuelles. Et c'est pour cela que Lyon l'a cité. Comme il l'a cité, Maurice Kamto, lui, il est en train de parler de la responsabilité d'un parti politique. Il y va de ce même communiqué où nous avons lu que, du communiqué, je parle de la réaction gouvernementale, où nous avons lu que les armes non létales ont une fonction dissuasive. Sauf que la résolution de l'Union européenne qui demande une enquête sur ces policiers qui tirent sur des personnes non armées. Je vais vous dire que l'on a tiré sur Célestin Jamen. Il n'était pas
au lieu de la marche. On a tiré sur Michel Ndoki, maître Ndoki. Elle était dans un tourne d'eau pour aller, en attendant l'heure de visite, pour aller voir un de nos militants à l'hôpital général. On a tiré, vous avez tous vu une vidéo qui a circulé par les réseaux sociaux, où on tire sur quelqu'un qui a le dos tourné. Dites-moi quelle est la forme de dissuasion là. Lorsqu'on est en train de défendre cet état des choses là, pour dire après que c'est parce que c'est dissuasif, j'ai envie de dire que la mauvaise foi n'est pas du côté de ceux vous avez d'abord dit que c'était des balles réelles. Maintenant, vous acceptez que c'était pas des balles réelles. Est-ce que c'est pas des balles réelles? Qui a dit que pour vous, c'est quoi le concept? Vous avez déjà dit c'est des balles mystiques ou c'est des balles réelles? Non, c'est des balles en caoutchouc. Vous avez dit. Et le caoutchouc n'est pas réel, d'après vous? Non, mais c'est des balles dissuasives. Est-ce que vous savez que c'est fait le caoutchouc a déjà tué? Il y a eu ce débat il y a 2 ou 3 ans. Ça peut sous certaines conditions, mais c'est pas des balles réelles, donc on ne tue pas, on ne tire pas pour tuer. Voilà. Pas des balles réelles. Tuer pour caresser. Oui, je voudrais rassurer mon ami Atemengue pour lui dire que je suis un panafricaniste de conviction. Mes travaux de thèse consacrent essentiellement une grande partie sur ces questions-là. Les questions d'intégration. Vous mélangez science et idéologie. Je vous en prie. Le panafricanisme, c'est d'abord une idéologie. Mais là, vous faites une thèse sur l'idéologie. Je vous en prie. Le panafricanisme, c'est d'abord une idéologie. Maintenant, on la théorise en se l'appropriant pour effectivement donner des outils à ceux qui devront effectivement l'implémenter. Ce que je veux dire, c'est que il ne faudrait pas, d'un coup, appeler les Camerounais à être avec vous quand vos amis d'hier ne sont pas d'accord avec vous. Invitez donc les Camerounais au panafricanisme de Pakouti. Et quand tout va bien, c'est des moi je t'aime, moi non plus, et on ne parle plus de panafricanisme. Donc il faut éviter ce populisme. Je vous en prie, il faut éviter ce populisme de mauvaise aloi. Ce qu'il faut remarquer, je voudrais revenir sur quelques questionnements de M. Atemengue en suspens. Quand il dit qu'aujourd'hui, il y a des membres du gouvernement, effectivement, qui sont au travail jour et nuit pour l'avancée de ces pays, que les autres ne travaillent pas. Il a cité le cas du ministre Chiroma. Je ne sais pas si, dans la conception du travail de M. Atemengue, celui qui travaille, c'est celui qui jouit ou qui bénéficie d'un sceau du décret du président, et en cela, il devient automatiquement travailleur. Et donc, quand on ne jouit pas du sceau du décret, on n'est donc rien du tout, on ne travaille pas, on n'apporte rien pour la patrie. C'est une des responsabilités. Je vous en prie. On peut donc vous confier des responsabilités et vous n'en faites rien. Il faut qu'on soit d'accord. Vous savez, notre pays je vous en prie, laissez-moi terminer. Notre pays a 25 millions d'habitants, d'après ce qu'on dit. Nous en sommes à près de 70 ministres, confondus, délégués et autres. Les États-Unis, qui est un État-continent, en sont à 14 ministres. Donc là-bas, on voit comment le pays va au développement tertiaire, c'est-à-dire qu'ils n'en sont plus au besoin de dormir, manger, boire. Ils en sont à explorer les astres. Vous comprenez? Je vous en prie, je suis en train de déployer. Pour vous dire donc que là-bas, au moins, on peut donc voir un sous-secrétaire d'État qui peut donc faire le tour d'un continent et dire au chef d'État, nous ne voulons pas de ceci, de cela. Qui n'est que sous-secrétaire d'État là-bas alors qu'ils ont 14 ministres. Voilà des gens qui travaillent. Or ici, c'est plus des besoins de remplissage parce que vous avez rapporté des prébendes électoraux, des strapotins électoraux quelque part, on vous récompense, on a même pu éclater des miliciens, vu des miliciens éclater dans ces pays, simplement pour satisfaire des besoins des individus. Je ne vous coupe pas, le président Kamto a accepté d'être délégué pendant 7 ans. Il s'en vient, il ne travaille pas, et il dit pourtant qu'il a beaucoup travaillé pour la République. Pendant 7 ans, il était ministre délégué, même pas ministre plein. Ce que je veux dire, c'est un sous-strapontin aussi. Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, nous sommes habitués à cette indiscipline du RDPC. Monsieur Atemengue en est le prototype sur ce plateau. Il nous empêche de parler, il nous empêche de déployer, d'argumenter. Non, on ne discute pas dans à chaque moment. Quand vous parlez, les autres vous écoutent. Il m'interrompt à chaque moment. Écoutez les autres aussi. C'est donc une politique du désordre. Ce que je veux dire, c'est que, effectivement, au constat de la conjoncture qu'on voit aujourd'hui, ne peut s'élever et être frappé du sceau du décret que celui qui s'agite beaucoup, qui fait plus de bruit. On le voit aujourd'hui, celui qui a remplacé Kamto, il parlait tout à l'heure, je ne vais pas le nommer, il y en a plein qui savent aujourd'hui que dans une conjoncture crisique comme celle-ci, il suffit de mieux crier que les autres. Beaucoup plus prononcer le nom du président mieux que les autres. Et on est nommé. Ça fonctionne comme ça. C'est pour cela que vous voyez très bien M. Atemengue qui est là, depuis
à prononcer le nom des membres du gouvernement, du président de la République, parce qu'il espère un strapontin au final. Ça fonctionne comme ça. Votre président, quand vous avez beaucoup crié, je vous ai dit alors, donc, ce que je suis donc en train de dire... Tout le discours là, c'est le discours du MRC que tu tiens. Alors, ce que je suis... Vous voyez, ça fonctionne comme ça chez eux. Alors, ce que je suis... Tu as même assisté à la formation. Alors, ce que je suis en train de dire, c'est que... Toi-même, tu l'as dit. Monsieur Atemengue, soyez un peu discipliné. Vous savez, écouter est un art. On discute. On vous écoute. Allez. Écouter est un art. Alors, ce que je suis en train de dire, c'est que effectivement, il faut sortir de cette culture, la culture du bruit, la culture du bavardage, qui veut impressionner, qui veut aligner le plus grand nombre de mots pour se faire entendre par le président. Vous parliez tout à l'heure du ministre Siroma. Le ministre Siroma a très bien compris le créneau. Ça fonctionne comme ça. Il faut exploiter la conjoncture, la douleur des Camerounais, la manipuler au travers d'un discours laudateur, d'une flagonnerie désuète, pour pouvoir bénéficier encore de quelques années du poste ministériel. Ça fonctionne comme ça. Et si vous êtes donc, vous portez en porte-à-faux contre cette posture-là, alors vous êtes taxé d'antipatriote, comme Atemengue nous le traite ici. Ça fonctionne ainsi. Il faut en sortir parce que, pour rester dans l'esprit du président, effectivement, nous tous, nous avons comme patrimoine commun le Cameroun. C'est notre patrie. Nous avons donc intérêt à regarder vers la même direction. C'est pour cela que nous autres, dans la société civile, analystes politiques et autres, intellectuels, nous demandons au président de la République, au vu de l'enlisement de la situation politique actuelle, d'envoyer des signaux politiques. Et quand je parle des signaux politiques, je sors par là. Je vois 3 piliers. La libération des prisonniers politiques. Tous confondus. Monsieur Kamto et ses sympathisants, certains de l'opération Épervier qui ont été reconnus non coupables et qui y sont encore. Je peux vous citer un cas. Un ancien camarade d'Atemengue, ancien secrétaire général de la présidence de la République, Jean-Marie Atangana Mbara, libéré, acquitté en 2012 à la cour d'appel, mais qui est toujours maintenu à la prison centrale de Yaoundé-Kodegui. Premier aspect. Deuxième aspect, aller vers ce dialogue national inclusif tant souhaité, tant voulu par tout le monde. Et il y a même des compatriotes. Le cardinal Toumi qui a demandé à organiser une conférence entre anglophones pour discuter. J'en parlais encore il y a quelques jours avec le porte-parole de cette commission-là, de cette conférence-là, Ellie Smith, qui me disait, à l'issue de cette conférence-là, on devrait simplement prendre les résolutions et aller les remettre au président de la République pour qu'il en fasse ce qu'il voudra. Ce qui avait été dit le 25 juillet. Voilà. Et aujourd'hui, on en est à attendre parce que ces gens-là attendent toujours une autorisation du gouvernement. Qu'est-ce qu'on veut? Troisième pilier, aujourd'hui, c'est, il faut reconnaître que l'atmosphère politique, aujourd'hui qui est tendue, vient également d'un fait. C'est que la plupart des formations politiques dites de l'opposition aujourd'hui pointent du doigt le mauvais code électoral. Il faudrait aujourd'hui qu'on se mette ensemble, qu'on le formate, qu'on l'interroge et qu'on adopte un code électoral consensuel qui puisse établir de façon équitable les règles du jeu. David Boutou, vous avez oublié Sissoko et les autres? J'ai parlé des prisonniers politiques, je les mets tous dedans. Ok. Parce que, oui, Serge Dou, pour sortir, on va boucler dans quelques instants. Il n'est même pas question de faire le diagnostic. Il se trouve que le doyen d'âge du Sénat a déjà fait. Il dit que mon peuple meurt pendant que nous jouons à Yaoundé. Si tout un sénateur, et pas le moins, pas des moindres, il s'agit du chiffre Moukete qui est en train de dire que nous jouons. C'est le sénateur qui dit qu'en effet, M. Atemengue et ses camarades, malgré toute la comédie, vous savez, un rêve qui dure est un cauchemar. À 100 ans, il se rend compte que non, nous sommes en train de jouer et avons le peuple camerounais. Ça veut dire que même à l'intérieur, même déjà, il y a des gens qui reconnaissent que ça ne va pas. Et ça ne va pas dans un seul secteur parce que la crise est l'aboutissement, effectivement, du jeu. Mais du très mauvais jeu que le RDPC nous sert depuis des années, au point où, si nous sommes en train de, je ne vais pas dire perdre une partie du pays, mais il y a un conflit armé. Et tous ceux qui meurent là, que ce soit nos militaires, parce que ce sont des membres de nos familles. C'est pas parce que je suis du MRC que je n'ai pas un frère qui est en train de mourir, ou qui est en train de faire une guerre. J'ai un petit voisin à soi, un policier, dont on a tranché la tête là-bas. Nous l'avons tous pleuré à soi. Ça veut dire que ça nous fait autant mal que ceux d'en face. Et pourquoi donc, si nous avons d'autres options, nous parlons de ce dialogue, je ne sais pas, c'est depuis 2016, depuis même avant la crise. Vous pouvez chercher, hein, M. Atemengue, sur Internet,
où le professeur Kamto est en train de dire qu'une partie de la population dans ce pays, notamment nos frères du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, ne peuvent pas dire nous avons mal. C'est comme si, et je prends l'image, vous avez un enfant à la maison qui vous dit j'ai mal au pied, j'ai mal au pied. Il faut pouvoir le... Vous avez, j'admire votre cynisme politique, versez toujours vos larmes de crocodile, mais c'est vous qui vous nourrissez des crises et vous en faites une ressource politique principale. C'est pas notre intérêt qu'il y ait des crises. Le président Paul Biya, un président de paix, son gouvernement met en place une politique qui est là pour rassembler, pour que les uns et les autres puissent vaquer à leurs occupations. Le président vous a compris. Tu soutiens thèse. Je ne veux pas. Le président vous a compris. Merci. Idéologique. Merci. Merci. On arrive au terme de vos postures dans la liste me dérange de plus en plus. Merci. On vous a compris. Avouez vos appartenances politiques. Nous sommes arrivés au terme. Nous sommes arrivés au terme de l'émission. Rendez-vous demain lorsqu'il sera 19h. Rediffusion 23h GMT. Il sera minuit à Ebolova.